Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Autour de la table pour cette deuxième heure. Bonsoir à vous Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Et bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes ministre de la lutte contre les discriminations. Et vous offrez, j'allais dire, à votre fille, c'est assez touchant parce que c'est à elle que c'est dédié et vous vous adressez à elle alors qu'elle est encore toute petite. Nos combats pour la République. J'espère qu'elle le lira un jour. Pas mais beaucoup de temps aura passé depuis là. Et c'est chez Robert Laffont. On va en parler de votre livre. Cela dit, ça résume quand même beaucoup la situation politique du moment. J'ai juste une question d'emblée comme ça. Que fait Jean-Noël Barrot à la mosquée de Paris ce soir ? Vous me l'apprenez, donc je ne sais pas répondre à votre question. Est-ce que c'est je le suis bon pas timing ? tributaire des agendas des uns et des autres, pour tout vous dire. Est-ce que c'est le bon timing on a un bras de fer quand même considérable entre Paris et Alger. Je sais que des choses ont été dites et je viens de les redire dans le rappel des titres de l'actualité. Mais que fait le ministre des Affaires étrangères dans la mosquée de Paris à faire la rupture de l'Aïd, alors qu'on est en plein bras de fer et qu'on sait très bien que le recteur de la mosquée de Paris, c'est d'une certaine manière l'ambassadeur d'Algérie en France. Non, c'est pas l'ambassadeur d'Algérie en France. Il y a des sujets sur le financement qui existent de la grande mosquée de Paris. C'est après un interlocuteur. Moi, quand je continue à mener les assises de lutte contre l'antisémitisme, ce que je sais, c'est qu'il a toujours été au rendez-vous et autour de la table pour nous aider et nous accompagner dans ce combat qui doit être un combat républicain et dans lequel on doit réussir à embarquer collectivement. Donc moi, c'est ce que je sais. Pour le reste, je suis pas responsable des agendas des uns et des autres. Vous avez dit, et je ne suis pas là pour les commenter, en tout cas. On a diffusé le sonore en première heure. Vous avez dit, le gouvernement parle d'une seule voix et cette voix est claire. Vous avez Bruno Retailleau qui refuse l'invitation à la mosquée de Paris et vous avez Jean-Noël Barrot qui l'accepte. Vous poserez la question à celui qui l'a accepté. Moi, je suis pas là encore une fois pour répondre. Moi, par principe, parce que je considère que c'est un principe de laïcité, je ne me rends jamais dans des manifestations religieuses, quelle qu'elle soit. Vous ne seriez pas allé ce soir ? Parce que je fais jamais de manifestations religieuses, parce que je pense que la religion relève de l'intime et du privé, mais que quand on est un personnage public et politique, forcément tout prend une autre connotation et une autre tournure. Donc je reçois des personnalités qui sont du monde religieux, parce que je crois aussi au dialogue interreligieux évidemment, et la laïcité c'est pas l'effacement des religions, c'est par contre le primat du politique et le primat du droit. Vous ne participez pas à un culte avec une autre religion comme le fait le ministre des Affaires étrangères ce soir. Parce que c'est la position qui est la mienne. Après, chacun est libre d'y participer ou pas, et chacun a le droit. Le gouvernement parle chacun a le droit. Non, mais la ligne, elle était claire sur une question qui nous a été posée et que j'entends à nouveau clarifier si jamais il y avait besoin qu'elle soit clarifiée, qui est notamment la question de la laïcité et en particulier la laïcité dans le sport et d'une forme de prosélytisme aujourd'hui qui peut exister et qui contraint le gouvernement à prendre un certain nombre de dispositions en soutenant. On va en parler dans un instant. Je voudrais donner la parole à Jean-Michel qui piaille. Ouais, non, je veux insister un peu, mais est-ce que vous considérez que c'est un coup de canif au principe de laïcité que d'assister à une cérémonie religieuse dans une mosquée? Parce que à ce compte-là, M. Barrot va assister au chemin de croix à Montmartre le vendredi saint. Il y a beaucoup d'élus qui le font, vous savez, dans un certain nombre de territoires. Moi, encore une fois, chacun est libre ou pas de participer. Moi, je suis pas là pour faire du commentaire, des gens qui savent faire ça bien mieux que moi. Mais comme il n'y a qu'une seule ligne au gouvernement. Il y a des gens qui savent faire ça bien mieux que moi. On a le droit d'avoir des convictions différentes. On a le droit d'avoir parfois des positionnements qui sont différents. Moi, je vous dis, si la question m'était adressée, et on m'a déjà proposé de participer à ce type d'événement, moi je considère qu'encore une fois, le religieux relève de l'intime et du privé, et donc je n'assiste pas à des événements dans ce type de lieu, ce qui n'empêche pas, encore une fois, que je dialogue, et c'est normal en tant que ministre évidemment, avec des représentants des cultes. On a compris, Aurore Berger, que vous choisissez votre lieu et votre timing, et on l'entend ce soir en tant que ministre. Le voile dans le sport, on en a parlé, vous avez pris la parole tout à l'heure devant l'Assemblée nationale, comme quoi il n'y aurait qu'une seule voix. Ça veut dire que Madame Barsac, Madame Borne, qui s'étaient élevées contre ça, elles sont disqualifiées d'une certaine manière. Non, la question n'est pas de disqualifier qui que ce soit. Moi, j'appartiens à un gouvernement, et le Premier ministre a eu l'occasion de rappeler, il a raison, c'est son rôle en tant que patron de ce gouvernement. Une logique est celle de solidarité. Donc moi, je suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. C'est pas mon rôle. C'est pas la mission qui est la mienne. Mais on entendait clarifier la position, puisque vraisemblablement, elle ne l'était pas. Puisqu'il y a eu un certain nombre de doutes, d'interrogations qui ont justifié que nous-mêmes, on soit évidemment interrogés. Donc la ligne qui est celle du gouvernement et que j'ai rappelée au nom du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est quoi ? C'est qu'il y a une proposition de loi qui est portée au Sénat,
qui a été adoptée au Sénat, amendée en lien avec le gouvernement et qu'on soutient. Et cette proposition de loi, elle dit quoi? Elle reprend en fait un certain nombre d'avancées, notamment permises par le Conseil d'État, qui dit que oui, évidemment, les fédérations sont libres de mettre en place un certain nombre de règles, notamment de lutter contre toute présence de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives au niveau départemental, régional et national, parce que sur un terrain de sport, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion, il n'y a qu'un seul maillot, qui est le maillot de l'équipe, que ce soit l'équipe de France, que ce soit une équipe régionale, que ce soit une équipe départementale, que ce soit un club de foot, de basket, que sais-je. Et c'est ça qui est extrêmement important, parce que quand on parle d'émancipation et de liberté, moi c'est ça qui m'importe, en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est comment on garantit ce chemin d'émancipation et de liberté, notamment pour nos filles. Personne n'est interdit de stade dans notre pays. Personne n'est interdit de terrain dans notre pays en fonction de sa religion supposée, son identité, etc. Ce qu'on interdit, c'est le port de signes religieux ostentatoires dans le cadre des compétitions. C'est ça la ligne. Aurore Bergé, ministre de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Vous avez parlé du voile. Il y a une autre chose qui se passe dans le sport, justement en cette période de Ramadan, c'est la rupture du jeûne, qui est formellement interdite par les fédérations sportives. Oui. Le président du club d'Angers, alors qu'il y a eu un joueur blessé en même temps qu'une rupture du jeûne, puisque certains en ont profité pour aller grignoter un petit bout et s'hydrater lors du match contre Monaco. Saïd Chaban, le président du club d'Angers, a dit clairement à Cyril de la Morinerie, au micro de Cyril de la Morinerie sur Europe 1, que les deux clubs s'étaient mis d'accord pour ça. On écoute. Les deux clubs, les deux team managers se sont mis d'accord pour le bien-être des joueurs. Et la question a été posée aux délégués et à l'arbitre qui ont donné leur accord. Les choses sont faites d'une manière intelligente. Donc je ne vois pas pourquoi la polémique. On est dans un pays où le bien vivre ensemble est important. Ça a duré 1 ou 2 minutes et le match a repris tranquillement. Est-ce que c'est une histoire de bien vivre ensemble, comme le dit Saïd Chaban, ou est-ce que c'est une histoire de respect de la laïcité ? La fédération, elle a mis en place des règles claires et je crois que la fédération de foot, elle est courageuse dans notre pays. Et qu'elle a mis en place des règles qui sont très claires sur les principes de laïcité. Donc, de la même manière qu'on ne fait pas une prière, de la même manière qu'on ne refuse pas de serrer la main d'une femme, de la même manière qu'on n'a pas de signe religieux ostentatoire dans le cadre d'un match, quel qu'il soit d'ailleurs. On ne se signe pas non plus en entrant sur un terrain. Quand on est attaché au principe de laïcité, on ne fait pas de différence en fonction des religions. Il n'y a pas de raison qu'on interrompe un match, évidemment, pour des motifs religieux. Ce que je comprends aussi de la fédération, qui a investigué et demandé, c'est que ce joueur a réellement été blessé puisqu'il est empêché de match pendant plusieurs matchs. Donc, a priori, il y a eu une véritable blessure. Donc, il n'y a pas... Ouais, parce que je lisais ou j'entendais qu'il y avait une fausse blessure. S'il est arrêté pour plusieurs matchs alors que c'est un joueur professionnel, la fédération a dit qu'il était effectivement blessé puisque l'arbitre l'a confirmé, mais cela dit, ça n'a pas empêché une rupture du jeûne du Ramadan qui n'a rien à voir avec le sport. Qui n'a rien à voir avec le sport et qui n'a pas sa place sur un terrain de sport, tout simplement. Et quelles que soient les religions, encore une fois, on cale pas. C'est comme si on calait par exemple des jours de match ou non en fonction de fêtes religieuses. Je pense que ça choquerait. Donc, il faut qu'il y ait une ligne qui soit sur ces sujets-là. Est-ce qu'on sent dans les clubs amateurs ou dans les clubs professionnels, est-ce qu'on sent une demande de respecter ces règles religieuses, ou est-ce qu'en fait ça ne représente que quelques cas très isolés ? Alors, il y a ce qui nous remonte. Donc, vous savez, entre les remontées qui sont faites et les cas, il peut toujours y avoir un écart. Quand bien même il y aurait que quelques cas, c'est toujours des cas de trop, parce qu'encore une fois, ça met nos clubs dans des situations qui sont extrêmement difficiles, parce qu'on leur demande de régler les problèmes en direct. Et c'est pas à eux de le faire. Et c'est pour ça que la loi doit être claire et doit poser des principes clairs, pour que justement, ce soit pas ici à l'entraîneur, ici à l'arbitre, ici à l'éducateur de nos enfants le week-end, de dire la règle. Et la règle, elle doit être dite au sein des fédérations, parce qu'elles sont délégataires aussi d'une part de services publics, et elle doit être dite dans la loi, d'où, encore une fois, cette proposition qu'on soutient, qui est de dire de manière très claire, dans les compétitions sportives, départementales, régionales, nationales, il n'y a pas de signe religieux ostentatoire, et donc, au-delà de ça, évidemment, il n'y a pas d'intrusion du fait religieux sur un terrain de sport. Ça doit être, encore une fois, des lieux qui doivent être préservés de toute influence politique ou religieuse. D'ailleurs, la laïcité, c'est pas que la religion. C'est aussi préserver le cadre d'un débat qui doit permettre qu'encore une fois, il y ait des lieux où neutralité puisse évidemment être la règle. Et la règle pour tous. Gilles Boutin. Oui, j'ai une question. Pour revenir à cette affaire de voile chez les mineurs, vous dites que le
Le gouvernement ne parle que d'une seule voix. Pour autant, on a du mal à comprendre l'organisation, c'est-à-dire que le Premier ministre vous convoque, tous les ministres qui ont eu des positions différentes. On a l'impression que tout le monde s'est fait taper sur les doigts, mais à la fin, il est d'accord avec vous. Donc, on comprend pas très bien, et on a le sentiment que ça reflète aussi un problème récurrent dans le gouvernement. Réunion à laquelle vous avez assisté, Aurore Berger, oui, à la mi-journée. J'ai assisté à cette réunion. Moi, j'ai pas été convoquée. Moi, j'ai assisté à une réunion. Et ce qui est le rôle du Premier ministre, qu'à un moment de faire en sorte déjà de clarifier s'il y a une nécessité de clarification. Vraiment, vu les questions que vous me posez, il y avait sans doute besoin qu'une clarification soit faite. Il me semble. La clarification a été faite et je crois que c'est le rôle du Premier ministre de le faire. Encore une fois, oui, il nous laisse de la liberté et je trouve que c'est plutôt sain d'avoir un Premier ministre qui considère que ces ministres sont des grandes personnes et sont des grandes personnes et donc sont libres d'avoir une liberté aussi de conviction et de ton. Et on a le droit d'avoir des points sur lesquels on n'est pas à 100% alignés les uns les autres, comme dans une rédaction, vous n'êtes pas à 100% alignés les uns les autres sans doute. Surprise. Allez savoir, il y a peut-être des différences entre vous. Et heureusement. Après, il y a une ligne, et la ligne, c'est celle que j'ai portée moi-même, encore une fois, en réponse à l'Assemblée nationale, qui a un cadre aussi, je crois, solennel et important pour repositionner une ligne qui doit être la ligne du gouvernement. Oui, mais est-ce que vous direz comme Gérald Darmanin que certains membres du gouvernement ont péché par naïveté sur cette question? Moi, j'emploie pas ces termes-là. Moi, je suis par contre très au clair sur le fait qu'aujourd'hui, on a malheureusement des atteintes à la laïcité qui sont récurrentes et que le sport, par la médiatisation qu'il provoque, par la visibilité qu'il a, malheureusement, est un terrain sur lequel l'intégrisme religieux, l'entrisme religieux peut de manière évidente s'exercer et se retourner, moi c'est ça encore une fois mon point, se retourner contre nos enfants notamment, parce que la pression sociale qui s'exerce sur eux et notamment sur elles les prive de liberté. Moi ce que j'essaye d'ailleurs de dire dans le livre Nos combats pour la République, c'est justement ça, c'est que je pense que moi j'appartiens à une génération pour laquelle les combats républicains et la question de la laïcité ne sont plus des évidences. Ils l'ont été pendant longtemps et peut-être que la naïveté générationnelle, c'est qu'on a cru que c'est des combats gagnés, qu'on n'avait pas en permanence besoin de les redéfendre. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'arrive plus à s'accorder sur les termes. Quand vous demandez quelle est la définition de la laïcité, vous retrouvez avec des gens qui vous disent tout et son contraire sur ce qu'est la laïcité. Il y a la laïcité punitive, il y a la laïcité... Mais voilà, on ajoute des adjectifs à la laïcité. La laïcité est d'abord un principe de liberté et non en aucun cas un principe d'oppression. Donc déjà, on voit bien qu'on n'est plus capable de se mettre d'accord sur les termes. Et quand on ne sait plus se mettre d'accord sur les termes, on ne sait plus se mettre d'accord sur des combats qui sont prioritaires. Et c'est un combat prioritaire parce que c'est un combat d'identité, c'est un combat culturel, c'est pas un combat de religion, c'est pas une guerre de religion, c'est au contraire un combat de préservation de nos libertés. Aurore Berger est avec nous et je vous signale que de 9h30 à 11h sur Europe 1, Thomas Hill vous attend pour Culture Média. Demain, les invités, il faut absolument voir le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, adapté du roman de Roland Pérez. Il sera là chez Thomas Hill avec l'actrice principale Leila Bekti. Vous restez avec nous sur Europe 1, à tout de suite. Bonjour, c'est Cyril Hanouna. 16h-18h, on marche sur la tête. Écouter Europe 1, c'est être libre. J'en ai marre, j'en peux plus. Je ne suis pas tout seul en fait. Il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Et moi, je vous promets, je souffre de tout ça. Ces gens-là, ils ont aucune compassion, aucune âme. Moi j'ai le sentiment qu'ils sont en train de bâillonner les colères de demain. Heureusement que ce genre d'émissions comme vous Cyril existe. Et merci pour vos émissions qui nous permettent d'avoir de la liberté de penser. Europe 1, la radio libre. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Alors, à demain, de 16h à 18h sur Europe 1 et en replay sur le site et l'appli Europe 1. BMW. 100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 € par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Ceci est un communiqué du comité des amateurs de ratatouille. Oui. Petit rappel en ce début de saison. Pour une bonne ratatouille, de belles courgettes sont indispensables. Alors, tous à vos courgettes. Message reçu. Et on a ce qu'il vous faut avec le filet d'1 kilo de délicieuses courgettes Eco Plus à seulement 1,19 € du 18 au 22 mars chez Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 2, calibre 14-21 cm, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. 17h56.
17h58, l'enfer, le périph. 18h. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Renault Car Service lance Digital Car Service pour superviser l'entretien de mon véhicule en ligne. Est-ce que ça va changer ma vie? En tout cas, ça va la simplifier. Je prends rendez-vous en ligne, choisis mon atelier, dépose mon véhicule, on me tient informé des différentes étapes, devis, suivi des réparations. C'est donc vrai. Qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou l'appli My Renault. Numéro 1, source l'Automobile Magazine 2024. Europe 1, le journal permanent. 20h30, Rudy Sada. Donald Trump dit avoir une entente avec Vladimir Poutine pour négocier rapidement un cessez-le-feu total en Ukraine. Les deux dirigeants se sont entretenus durant 2h30 cet après-midi pour tenter de mettre fin à la guerre. Des négociations sur un cessez-le-feu énergétique devraient aboutir. En contrepartie, Moscou réclame l'arrêt du réarmement de l'Ukraine par les Occidentaux. Dans ce contexte, Emmanuel Macron continue de se poser en chef de guerre. Le président a annoncé depuis une base de Haute-Saône l'accélération des commandes d'avions Rafale, une décision qui intervient dans le cadre de nouveaux investissements de défense décidés face à la bascule géopolitique évoquée par le chef de l'État. La CGT propose à ses instances de quitter les concertations sur les retraites. Une réaction au propos de François Bayrou cet après-midi devant l'Assemblée. Le Premier ministre a réaffirmé en conscience qu'un retour à la retraite à 62 ans n'était pas possible. Jean-Noël Barrot était l'invité ce soir de la Grande Mosquée de Paris pour rompre le jeûne du Ramadan. Le ministre des Affaires étrangères a évoqué la crise diplomatique entre Paris et Alger. Une crise, selon lui, qui n'est dans l'intérêt de personne. Nouvelle agression à caractère antisémite. Cela s'est passé vers 22h hier dans le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Une femme a été prise à partie par une femme voilée, traitée de sale juive. Elle a subi des crachats et a été frappée. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte. Merci Rudy Sada. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations. Vous signez Nos combats pour la République qui sort chez Robert Laffont. Nouvelle agression à caractère antisémite. Ça rentre dans ce dossier compliqué que vous portez, Aurore Berger, sur les assises contre l'antisémitisme. On en est où de ce dossier, justement? Déjà des chiffres. Aujourd'hui en France, tous les 3 jours, un Français juif subit une agression qui est une agression physique. C'est aussi ça l'escalade dans les chiffres. Et donc, moi, mon objectif en tant que ministre, c'est comment on lutte contre cette recrudescence de l'antisémitisme qui démarre de plus en plus jeune, parce que les victimes sont de plus en plus jeunes, mais les auteurs sont aussi de plus en plus jeunes. Et donc, pour moi, il y a 2 piliers. Il y a un pilier sur les enjeux d'éducation, comment on forme différemment nos enseignants, comment on forme différemment nos enfants, parce qu'on voit que la transmission de la mémoire n'est sans doute pas suffisante aujourd'hui pour réussir à faire passer ce message déterminé de lutte contre toutes les formes de haine et avec les spécificités que recouvre la question de l'antisémitisme. Et puis, une question qui est aussi celle même de la définition. Est-ce qu'on arrive à bien caractériser aujourd'hui l'antisémitisme? Il a changé de visage. Malheureusement, la force de l'antisémitisme à travers l'histoire, c'est de muter, c'est de se renouveler. Et aujourd'hui, on voit bien que la haine décomplexée d'Israël, que l'antisionisme est de manière évidente un paravent devenu confortable pour l'antisémitisme. Donc, on a mandaté des gens qui sont des spécialistes, qui sont des professeurs de droit public, qui sont des avocats, qui sont des magistrats, qui sont des enseignants, qui sont des recteurs d'université. Et fin avril, ils me remettront leurs propositions. Ouais, pour aller à la fois leur laisser le temps de travailler sérieusement et en même temps d'aller vite pour agir et pour changer notre droit si on doit changer notre droit sur ces questions-là. Et je précise que, et vous le dites dans le livre, s'il y a une raison vraiment qui vous a fait repartir entre guillemets dans le gouvernement, parce que quand on lit votre livre, on s'aperçoit que vous avez longtemps hésité à reprendre un poste ministériel. C'était une des conditions, c'était de reprendre le dossier justement des assises contre l'antisémitisme que vous portez aujourd'hui. J'ajoute sur cette brève que nous a dite Rudy Saada, cette femme donc qui aurait été prise à partie par une autre femme vêtue d'un voile noir et qui l'a traitée de sale juive et qui lui a ajouté: ici on n'est pas en Israël. Comment est-ce que vous avez réagi, Aurore Berger, lorsque vous avez vu la campagne de la France Insoumise, l'appel pour la manifestation du 22 mars, représentant le visage
truquée de Cyril Hanouna. On sait maintenant, puisque Manuel Bompard, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, dimanche, nous a confirmé que c'est l'intelligence artificielle via Grok qui a fabriqué en fait ce visage de Cyril Hanouna. Comment est-ce que vous avez réagi à ces affiches? Je veux juste revenir sur les termes qui ont été employés en disant que les insultes qui ont été proférées de celles juives, mais qui continuent en disant que sa place n'est pas ici mais en Israël. Cette essentialisation des Français juifs, elle est insupportable. C'est-à-dire que considérer que parce qu'ils sont juifs, ils sont donc co-responsables de la situation humanitaire à Gaza, oubliant le point de départ de la situation humanitaire à Gaza, qui sont bien les attentats terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre dernier, est absolument insupportable. Et d'ailleurs, les insultes qui sont proférées sont autant celles juives aujourd'hui, ce sont ces mots-là qui sont entendus, que celles sionistes. Et donc c'est aussi pour ça qu'encore une fois, il faut redéfinir le droit. Ensuite, sur l'affiche que vous évoquez, c'est une affiche antisémite. Il n'y a pas de doute. Malheureusement, elle reprend les pires caricatures qu'on a pu connaître, les justifications qui ont été apportées disant que c'est l'intelligence artificielle qui aurait créé cette image-là. Bon, outre le fait qu'on peut mettre aussi douter de la cohérence de la France insoumise de dire que tout d'un coup ils font confiance à l'intelligence artificielle d'Elon Musk, mais bon, je les laisse à leurs multiples contradictions. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle crée ce qu'on lui demande. Exactement, donc il faut mettre des mots-clés et ça pour le coup on n'a pas obtenu de réponse. Il faut passer une commande claire. On n'a pas obtenu de réponse. Je ne crois pas qu'il lui ait demandé de trouve-moi une image de Cyril Hanouna. Et encore une fois, il faut une condamnation unanime et claire sur le fait que ce sont bien des affiches antisémites et qu'on ne change pas d'avis en fonction de la cible qui est choisie. Ce que nie la France insoumise, et quand on entend Jean-Luc Mélenchon sur France 3 dimanche, voilà ce qu'il dit. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Qui vous êtes? Parce que c'est vous. Vous m'accusez? Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors taisez-vous. Voilà la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais on se taira pas en fait. Parce qu'on peut pas se taire sur la question de l'antisémitisme. Parce qu'on peut pas taire celles et ceux qui tous les jours subissent des insultes. Parce que c'est tous les jours qu'on a des enfants, des adolescents qui subissent ces insultes-là dans l'enseignement, à l'école, parfois même à l'école. Moi, les témoignages qui me remontent de parents, c'est des enfants qui, quelque part, presque découvrent qu'ils sont juifs parce qu'ils n'en ont pas une pratique religieuse, ils en ont juste une pratique un peu culturelle, parce que d'autres enfants leur disent « je veux plus être à la cantine avec toi », mais j'ai un témoignage qui m'a bouleversée d'une petite fille qui dit que en classe verte, une de ses camarades voulait plus partager sa chambre parce qu'elle était juive. Donc, en fait, c'est là qu'il faut qu'on travaille. Et donc, pour travailler, ça veut dire qu'il faut que tous, on reconnaisse, évidemment, l'antisémitisme quand il existe. Et c'est l'un des points que je développe dans le livre, quand s'est posé la question, suite à la dissolution, du positionnement qui devait être le nôtre lors des législatives, où moi, ne serait-ce que sur cette question-là, qui est pour moi une question principielle, il est inenvisageable à un seul instant qu'on puisse mettre un bulletin de vote LFI dans l'urne. Ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Et j'ai toujours tenu cette position-là, moi, vous le reconnaîtrez, dès le soir du premier tour des élections législatives et jusqu'à aujourd'hui. Et je ne changerai jamais. C'est pas la même position dans tout le bloc central. Peut-être, mais en tout cas, c'est la mienne. Oui, mais plus précisément, à votre avis, quel rôle précis joue la France insoumise dans cette banalisation de l'antisémitisme? Est-ce que c'est la France insoumise qui finalement décomplexe tous ceux qui ne demandent qu'à être antisémites? Bon, elle n'est pas seule, malheureusement, elle n'est pas seule à le faire, mais vous savez, nous, on fait la remontée des chiffres. Et donc, il y a un chiffre assez clair qui est une courbe qu'on nous a montrée sur la progression des faits d'antisémitisme dans notre pays, notamment au sein de l'enseignement supérieur. Et puis, vous avez un pic colossal à un moment précis. Ce moment précis, c'est la campagne des élections européennes. Il se passe quoi pendant la campagne des élections européennes? Il se passe qu'on a un parti politique, la France insoumise, qui fait un choix clair et délibéré de stratégie électorale, qui est de ne parler que de Gaza dans cette campagne électorale, en faisant la tournée des facs, la tournée des campus. Donc, ce qui est certain, oui, mais quand c'était Jean-Marie Le Pen, on le disait vraiment. Là, la France insoumise, vous avez l'impression que je le dis pas? Oui, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus diffus. Non, je crois pas. Je crois que c'est malheureusement très clair aujourd'hui. Moi, je préférerais que ce soit pas le cas. Je préférerais, encore une fois, que Jean-Luc Mélenchon soit resté celui qu'il était il y a 15 ans, où il tenait des discours très clairs sur les grands principes républicains et sur la laïcité. Il y a des discours qu'il a fait il y a 15 ans que moi je pourrais signer et que lui signerait plus, par contre. Parce qu'il a changé. Alors, est-ce qu'il a changé parce que il cherche une nouvelle clientèle électorale? Est-ce qu'il a changé parce qu'il pense que ça flatte qui que ce soit de porter ce type d'ambiguïté? Mais
il en vient à presque insulter un de vos confrères, un journaliste qui lui pose la question, parce qu'en fait, il ne considère pas qu'on a le droit de lui poser des questions. Il avait insulté Maxime Switek sur BFM. Mais parce que Jean-Luc Mélenchon, je pense, n'accepte pas l'idée qu'on lui pose des questions. Ça, c'est ce qui est le principe même de la démocratie. Et encore moins qu'il ait à en répondre. Mais de facto, oui, il y a une forme d'autorisation dans la société. À partir du moment où vous avez des hommes et des femmes politiques, on a la chance et l'honneur, le privilège d'avoir accès à la parole publique. Donc quand vous avez accès à la parole publique, vous avez une responsabilité immense sur les propos que vous tenez, parce que ces propos, ils sont entendus. Ils sont entendus. Et donc à partir du moment où ils sont entendus, et on donne le sentiment que finalement c'est autorisé de penser comme ça, eh bien oui, évidemment que ça décomplexe malheureusement une partie de l'opinion française. Gilles Boutin du Figaro. Toujours sur LFI, au printemps dernier, un sondage IFOP montrait que 92% des Français juifs considéraient que LFI contribuait à faire monter l'antisémitisme. Derrière, il y avait les écologistes, et puis le RN n'était que, entre guillemets, à 49%. Dans votre livre, vous condamnez ce front républicain aux dernières législatives, qui est un marché de dupes. Enfin, vous le décrivez comme vous l'entendez, mais est-ce à dire que, compte tenu de cette nouvelle donne sur le rapport à l'antisémitisme, est-ce que l'infréquentabilité, ce label, ne s'impose plus au RN ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Il se pose sur LFI. C'est ça, en fait, la question. Mais du coup, la question de l'infréquentabilité, elle se pose aujourd'hui sur la France Insoumise, alors que sans doute qu'on n'aurait pas dit la même chose à cette antenne, et moi la première, encore une fois, il y a 15 ans, au regard des prises de position qui étaient celles de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je dis deux choses sur la question des élections législatives. Mais vous n'avez pas répondu sur le RN, c'est ça la question de Gilles. Est-ce que le RN est-il... Est-ce que vous mettez la même étiquette ? Dans des enquêtes qualitatives, on a même des électeurs de confession juive qui disent oui, je vote RN. Mais parce que ce qui se passe, c'est que je pense que... Ou des choix cornéliens, on va voter. Pour entendre régulièrement non seulement les représentants des Français juifs, mais échanger malheureusement avec beaucoup d'entre eux qui subissent ces intimidations, ces menaces ou ces agressions, il y a une telle peur de la France insoumise qu'on en vient à considérer que le RN pourrait être une valeur refuge. Et c'est pour ça que je pense que mettre un bulletin de vote LFI n'est pas une réponse au RN. Au contraire, c'est la capacité qu'on a à les faire progresser. Plus LFI est mis en scène, plus LFI prend la parole et s'exprime sur ces questions-là, plus, évidemment, on a un effet de contraste qui joue. Et c'est à nous, au sein du bloc central, d'être, encore une fois, cette valeur refuge, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté de notre part, et c'est très clair sur la lutte contre l'antisémitisme, et sur le fait que c'est à la fois une question principale et principielle pour nous, sur laquelle on ne cédera pas. Mais ne pas céder veut dire aussi qu'on ne peut en aucun cas assumer, pas des alliances électorales évidemment, puisqu'il n'a jamais été question d'alliance électorale, mais aucune compromission allant jusqu'à se désister en faveur d'un candidat. En tout cas, moi, c'est ma conviction, parce que je pense que sinon, ça crée beaucoup de confusion pour les Français tout simplement, et qu'ils ont l'impression que tout ça c'est une forme de théâtre, de faux semblants, qu'on fait semblant de s'engueuler sur un plateau télé, mais qu'à la fin on se met d'accord dans les arrière-cuisines pour se sauver. Non, moi je préfère avoir été élu en triangulaire, puisque LFI a préféré se maintenir face à moi alors qu'ils étaient arrivés 3e, et avoir gagné et face au RN et face à LFI dans la clarté de mes positions, plutôt, encore une fois, que de prendre le risque d'ajouter à la confusion et au désordre. La vérité compte-t-elle encore, ou bien le bruit et le soupçon, l'écume et la rumeur l'ont-ils définitivement emporté ? Voilà la question, une des questions que vous posez dans votre livre, et qui illustre malheureusement beaucoup ce qui se passe en ce moment et ce que vous venez de dire également. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci à vous. Nos combats pour la République, c'est publié chez Robert Laffont. On se retrouve dans un petit instant avec Jean-Michel et Gilles pour passer en revue l'actualité.